Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc vous avez vu la séparation du corps, du passif, ce que ça peut faire. Les gens ont perdu le goût. Ils ne font plus l'amour, ils ne discutent plus. Mais ils peuvent vivre dans une même chambre. Ils vivent dans une même chambre, mais ils ont seulement perdu le goût. La femme n'attire plus l'homme, l'homme n'attire plus la femme. Ça peut être pour des raisons d'hygiène ou pour des raisons de perte de goût tout simplement. Mais au moins, on a une sorte de séparation de corps. Et vous avez la séparation de corps moyenne maintenant. Il y a une séparation moyenne, pourquoi? Parce que là, au moins, on connaît qu'on n'a plus le goût, mais on ne fait rien pour changer. On ne fait rien pour le changer. On se dit, ok, c'est bien que chacun garde sa position. Que chacun garde sa position. De toute façon, tu ne m'intéresses pas, je ne t'intéresse pas. Généralement, c'est lorsque la suspicion entre dans un mariage. Lorsque l'homme doute sur la femme et que la femme doute sur l'homme. Très souvent, c'est lorsque les femmes travaillent et que les hommes ne travaillent pas. Si une femme travaille et que l'homme ne travaille pas, l'homme peut imaginer des choses, des scénarios dans la tête et dire que ta femme trompe. Ou même lorsque la femme ne travaille pas et que l'homme travaille, la femme peut penser que l'homme trompe. Et quand on a déjà ces idées-là, on n'a pas eu le temps de parler parce qu'on a préféré mettre les choses en quarantaine, on ne s'entend plus, les problèmes continuent. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la séparation maintenant du couple, je le dis actif. Il y a le radical et puis il y a aussi l'actif et le radical. Regardez mes frères et sœurs, vous avez une femme à la maison, mais vous avez décidé sur bas suite à des insultes ou suite à des discussions, pas des discussions, des disputes, vous ne vous êtes vraiment pas entendu et vous avez décidé d'arrêter de faire l'amour. Et finalement, la femme a décidé même de quitter la chambre. Parce que c'est encore tolérant. Quand vous restez dans la chambre, vous dites non, les enfants ne doivent pas savoir qu'on n'est plus ensemble comme ça. On va rester pour les enfants. Mais bon, on reste dans la chambre. Il y a des femmes qui disent non, pas du tout. Je ne dormirai pas avec toi. L'homme reste à l'extérieur, la femme est dans la chambre. Quand l'homme entre dans la chambre, la femme est à l'extérieur. Et c'est compliqué. Et là, c'est un mariage qui est mort. Vous avez vu, mais ils sont mariés. Pour autant, ils sont toujours mariés. Ils n'ont pas la lettre de divorce. Ils continuent à être mariés. Mais pourquoi ils ne s'entendent plus? Parce qu'ils ont décidé eux-mêmes de ne plus avoir cela. Donc, des divorcés qui sont dans le mariage. Mais regardez, mesdames et messieurs, la solution est juste là. C'est possible de sauver un mariage comme ça. Mais posez-vous d'abord des questions. Comment vous avez commencé votre vie conjugale? Parce que tout part au début. Ma Mission TV, le miroir du monde. Chers internautes, bienvenue. Je suis Maître Christian Bossembe, je suis avocat, journaliste et puis conférencier. Je suis en République démocratique du Congo. Les mariés m'ont écrit, ils étaient nombreux, les mariés, c'est-à-dire les femmes et les hommes. J'avais dans les vidéos précédentes parlé des incompatibilités. Et j'aimerais ici revenir sur les origines de ces incompatibilités. J'ai dit, mesdames et messieurs, nous avons trois formes. Je répète encore pour la meilleure audition. On a trois grandes incompatibilités. La première, c'est l'incompatibilité de la chair, c'est-à-dire l'incompatibilité du corps. Ça veut dire quoi? Tous les jours, nous n'aimons pas nos femmes de la même manière. Et tous les jours, nous n'avons pas les goûts de la même manière. Nous n'avons pas les motivations de la même manière. Et ceux qui sont mariés le savent, ou ceux qui cohabitent ensemble le savent. Et même les fiancés qui ont déjà eu le goût, même si cela n'est pas vraiment encouragé, les couples qui ont des relations sexuelles fréquemment peuvent nous en dire un peu plus. C'est-à-dire, tous les jours ou toutes les fois qu'ils ont eu à faire l'amour, ils ne l'ont pas fait de la même manière. Il y a certainement un jour où c'est beaucoup plus mieux, il y a un autre jour où c'est vraiment raide, c'est pas tout à fait bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les incompatibilités liées à la chair sont des incompatibilités liées au goût. D'accord? Tu peux un jour voir ton copain ou ta copine pas bien. Ou, vous savez, quand vous recherchez la femme de votre vie ou l'homme de votre vie dans les moyens humains, je ne parle pas du moyen de Dieu parce que ça reste les moyens par excellence. Quand vous recherchez la femme de votre vie selon vos calculs humains, on se base sur un certain nombre de critériums. Elle doit être belle, elle doit être jolie, elle doit avoir une belle taille, elle doit avoir une belle dentition, elle doit être brune. Bref, on dessine une femme carrément.
Et aussi, les hommes, les femmes font aussi la même chose aussi. Un prince charmant, il va être gaillard, il sera gaillardi, il aura une tablette de chocolat. Bon, déjà, moi, avec ses ventes, c'est plus possible. Ben, il sera comme homo, certainement, et tout, et tout, et tout. Bref, on a une image de ce que l'on veut avoir dans quelqu'un, ou auprès de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous rencontrez la personne, vous vous rendez compte que cette personne représente 80% ou 70% de ce que vous cherchez en réalité. Vous pouvez dire, bon, alors je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai déjà ce que je voulais, je crois m'en tenir ici. Laissant les 30% de l'incompatibilité ignorée par le coup de foudre ou par le besoin rationnel de vous engager. Tout en sachant que l'amour lui-même n'est pas rationnel. L'amour est vraiment une subjectivité totale. Alors maintenant, quand vous vous engagez comme ça, il se peut qu'au fil du temps, que le 30% commence un peu à menacer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le 70% qui vous ont servi d'agir, qui vous ont servi de prendre une position, en réalité c'était du bluff. Ce n'était pas le 70%, c'était quasiment le 40 ou 50% et les 20 autres pourcents étaient le 20% liés dans la subjectivité et dans le besoin rationnel de faire quelque chose de bien. Maintenant qu'avec le temps, la subjectivité tombe, le masque tombe, la vraie réalité commence à réapparaître et les pourcentages commencent à baisser un peu. Un tout petit peu. Ça commence à baisser, le 30% commence un peu à secouer, un peu à menacer et les erreurs de l'autre commencent à devenir beaucoup plus palpables. Ses défauts commencent à devenir beaucoup plus criants, beaucoup plus visibles. Ce nez qui était petit commence à s'agrandir. En réalité, le nez ne s'agrandit pas. C'est vous qui commencez maintenant à voir que le nez était gros. Mais en réalité, quand vous l'avez aimé, ce n'était vraiment pas ça. C'est maintenant que vous vous rendez compte qu'elle n'a pas une très belle taille, alors que quand vous l'avez vue pour la première fois, elle avait une très belle taille. En réalité, ce n'est pas qu'elle a mené une mauvaise taille. Non, c'est la taille qu'elle avait avant, mais que vos sentiments et vos émotions avaient tout simplement couvertes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les incompatibilités du corps qui peuvent changer. On peut les changer. Mon homme n'est pas beau, bon, je peux tenir. Ma femme n'est pas belle, je peux tenir. Mais permettez-moi d'ouvrir une parenthèse liée à la première incompatibilité. Mes sœurs, mes frères, vous n'êtes pas obligés d'épouser les moches. Ou vous n'êtes pas obligés d'épouser ou de sortir avec le vilain type. Vous n'êtes pas obligés. Il faut sortir de cette mentalité rétrograde qui pense qu'une bonne femme est forcément une poubelle. Non. Une belle femme n'est pas forcément une poubelle. Un bel homme n'est pas forcément une poubelle. Le plus important, ce n'est pas la beauté. C'est plutôt la bonté. C'est vrai. Mais ce n'est pas opposable. Vous n'opposez pas la bonté à la beauté. Non, on peut être beau et belle. Tout comme on peut être vilain et mauvais. Il y a des femmes qui sont moches et aussi un mauvais comportement. On en a vu beaucoup. Luambo l'a chanté. Bassi Longimabe, Bazalaka Makambu, gou, 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 gou. C'est pas moi. C'est Luambo qui l'a chanté bien avant que je naisse d'ailleurs. Donc, ce sont des choses que nous devons finalement comprendre. Donc, vous pouvez, au début, faire un très bon choix. Et le très bon choix, c'est fait dans la patience, dans le calme, pas dans la précipitation, surtout pas dans la compétition. Vous ne prouvez pas à quelqu'un que vous avez fait un choix. Vous ne prouvez pas à quelqu'un que vous avez aimé. Non. Vous faites un choix par rapport à vous-même. Et quand vous êtes en face de deux personnes que vous aimez, entre guillemets, ou qui vous aiment, on ne vous demande pas de choisir la meilleure personne parmi les deux, la plus belle. Non, on vous demande de choisir la personne qui vous aime et que vous aimez aussi. Si vous aimez quelqu'un beaucoup et qu'il vous aime aussi, c'est suffisant. Parce que si vous aimez quelqu'un et que lui ne vous aime pas, ça sera pas mal, ça sera pas bien, pardon. Ça sera pas bien, vous allez souffrir. Et si vous aimez quelqu'un, bon, si quelqu'un vous aime et que vous ne l'aimez pas, ça va être encore compliqué vous aussi. D'accord? Vous subirez une sorte de pression que vous ne saurez pas tenir. Ça va finalement mal se passer. Donc, vous avez compris, n'est-ce pas, la première partie. Donc, les incompatibilités liées à la chair sont généralement des incompatibilités liées au choix que nous avons fait, à la précipitation, à la légèreté et peut-être beaucoup plus aussi à la largesse. Tu vois, en lingala, chez nous, on dit « alingiye na mawa ». Alingiye na mawa. Un peu comme pour dire, c'est par pitié qu'il a aimé. C'est par convenance qu'il a aimé. C'est par convenance familiale. Je l'aime parce que son père connaît mon père. Je l'aime parce que nous prions dans une même église. Je l'aime parce que c'est une fille que j'ai vu grandir. Je l'aime parce que c'est un garçon qui m'a vu grandir. Il m'a amené en Europe. Je l'ai amené en Europe. On a fait des enfants. Bref, vous avez toutes les raisons qui n'ont rien à voir avec le ratio absolu. C'est-à-dire la raison absolue, la raison de ton cœur.
En fait, au fond de toi, tu sais que tu ne l'aimes pas, quoi. Au fond de toi, tu sais que si le monde était à changer, à refaire, tu aurais trouvé quelqu'un d'autre. Mais pour des raisons autres que la ratio, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, tu es quand même avec elle, avec la personne. Vous avez des gens qui sont ensemble parce que ils ont eu des enfants. Surtout en Afrique. Quand tu engrosses une fille, on l'amène chez toi à la maison, on vient la déposer à la maison. On dit non, comme tu l'as engrossée, il faut que tu l'épouses. C'est quand même inconcevable, non? C'est quand même, on peut pas cautionner cela. Mais bon, ça se passe chez nous, ce sont des mentalités qu'il faut finalement bannir et qu'il faut oublier. Donc l'incompatibilité de la chair, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Mais au téléphone, je peux encore aller plus loin que cela. Et puis vous prenez un autre palier, c'est l'incompatibilité des caractères. L'incompatibilité des caractères, c'est lié, pardon, l'incompatibilité de l'âme. L'incompatibilité de l'âme est liée au caractère. C'est le comportement, c'est la perception, la conception des choses, la définition des choses. Il est poli, il est impoli, il est arrogant, il est avare, il ne partage pas, il n'aime que lui, il est narcissique, il est moins tolérant, il est impulsif, il est colérique, il n'aime pas la discussion, il n'est pas conciliant, il est tranchant. Bref, vous avez toutes les considérations d'ordre comportemental. Alors, toutes ces considérations d'ordre comportemental sont liées finalement à l'âme. Et là, ça peut être des sérieux problèmes. Vous pouvez vous entendre, c'est très difficile que les incompatibilités des caractères s'arrangent. Mais c'est possible. Il y a des cas où l'homme était très vulgaire et grâce à la patience de la femme, il s'est retrouvé. Nous avons connu aussi des femmes très brutales, mais grâce à la patience de l'homme, tout a changé. Parce que tout est question de la prise de décision, pardon, de la prise de conscience pour dire non, non, ce que je fais n'est pas bien, il faut que je change. Mais cela vient par la discussion, par le partage, par la communication, pas par les batailles, non, mais par ces choses-là. Mais il y a aussi les incompatibilités de l'esprit. Alors là, c'est compliqué, là, ça ne s'arrange jamais. Ça ne s'arrange jamais. Les incompatibilités liées à la vision, les incompatibilités liées à la destinée, les incompatibilités liées aux idées, les incompatibilités liées à la direction. Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Si une femme est destinée à aller, par exemple, à Lyon, et l'homme a une destinée d'aller aux États-Unis, comment vont-ils s'entendre? Comment vont-ils vivre ensemble? Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Parce que les deux personnes viennent de deux mondes différents. C'est ce que j'étais en train de dire dans cette vidéo-là. Je crois que les gens m'ont compris. Mais maintenant, j'aimerais aujourd'hui parler de cette incompatibilité d'autre ordre. Ça veut dire, vous êtes en couple, mais vous vous posez la question, pourquoi ça ne marche pas? On a beau essayer, mais ça ne marche pas. Si, ça ne marche pas pour deux raisons. Peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ou alors vous êtes incapable de vous entendre sur certains points. Vous pouvez être fait l'un pour l'autre, mais vous ne vous entendez pas parce que vous mettez, chacun place son ego devant. Tout le monde veut que son problème soit d'abord résolu avant celui de l'autre. Et c'est là que tout le problème commence. Vous avez les femmes qui s'inquiètent des hommes qui ne pensent qu'à eux. Vous avez des hommes qui pensent que les femmes ne pensent qu'à elles. La femme a toujours tout le droit, pas l'homme. Quand l'homme dit, la femme a toujours des contradictions. Quand la femme propose, l'homme a toujours des contradictions. Et vous avez dans un couple comme ça, rien ne marche. Là, nous sommes dans un couple que j'ai appelé l'autre fois un couple de divorcés. Vous avez un couple de divorcés. Des gens qui ne s'entendent plus sur rien. Ils ont des problèmes lundi, mardi, mercredi. Bon, jeudi, ils peuvent arranger. Vendredi, ils arrangent encore. Samedi, ils ont des problèmes. Ces gens-là ont moins de choses en commun. Ils ont moins de choses en commun. Ils ont peut-être leur corps en commun. Et ça va dans des cas encore où ils ne font même plus l'amour. Vous savez, mesdames et messieurs, lorsqu'un couple arrête de faire l'amour, ce couple commence à perdre son mariage. Vous avez des mariés divorcés. Ce sont des mariés qui ne s'occupent pas de leur femme ou qui ne s'occupent pas de leur mari. Ils vivent dans ce qu'on appelle chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun fait ce qu'il veut. La femme fait le commerce que l'homme ne connaît pas. L'homme a acheté une parcelle que la femme ne connaît pas. La femme est dans des affaires que l'homme ignore. L'homme est dans les affaires que la femme ignore. Bref, quand ils rentrent à la maison, c'est pour discuter autre chose, rien à voir avec leur vie de tous les jours. C'est plutôt les enfants. Est-ce que tu es allé accompagner les enfants? Oui. Est-ce qu'on a payé la facture? On a des factures à payer? Oui. Et ça s'arrête là. Là, c'est le niveau le plus bas, n'est-ce pas? Le plus élémentaire. Là, moi j'appelle ça, c'est le couloir du divorce. Vous êtes au couloir du divorce, mais en tout cas au début.
parce que vous vous adressez encore à la parole. Mais il y a une autre dimension où rien ne marche. Ils ne parlent plus. Ils ne discutent plus. Personne ne parle à personne. Ils sont dans ce qu'on appelle la séparation des corps. Vous avez vu, n'est-ce pas? Dans le précédent exemple, ils parlent, ils communiquent, mais chacun est dans sa vie. Voyez-vous, chacun est dans sa vie. Mais dans le deuxième tableau, c'est qu'ils ont séparé leur corps. Ils ont séparé leur corps. Mais dans la séparation de corps, on a encore trois grandes figures. La première figure, c'est la séparation de corps passive, je veux dire. Le deuxième cas de figure, c'est la séparation du corps, bon, je veux dire moyen, et puis radical. Vraiment radical. Et vous allez comprendre pourquoi c'est radical, passif et puis moyen. Dans la séparation de corps passif, c'est que le couple n'a plus d'intérêt de faire l'amour. Le couple n'a plus d'intérêt de passer le temps ensemble. Le couple n'a plus d'intérêt de communiquer. Le couple n'a plus d'intérêt de dialoguer. Il préfère mettre le problème sous la table, comme on dit en lingala chez nous, à Kinshasa, tchanasé. Tchanasé, ça veut dire, je peux dire ça de façon terre à terre. Tchanasé, ça veut dire, mettons ça à côté. Bon, mettons ça à côté, ce n'est vraiment pas la traduction qu'il faut. Tchanasé, littéralement, on peut dire, littéralement, on peut dire, mets en bas. Mets en bas, ça veut dire, calme-toi. Ça veut dire, laissons tomber, laissons passer. Voilà, laissons passer, laissons passer. Ça peut s'expliquer comme ça. Laissons passer. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Dans un couple, on ne met pas les choses en quarantaine. Dans un couple, on ne met pas les choses en quarantaine. Le mariage commence à mourir quand on commence à encaisser les problèmes et ne pas en parler. Quand on commence à tout voir et ne rien dire, le mariage commence à mourir à partir de ce jour-là. Le mariage, il faut dire tout ce qui vous passe à l'esprit, tout ce qui vous traverse à l'esprit, dites-le. C'est toujours bien parce que ça vous permet de vous comprendre et ça vous permet d'être assez dégagé. Donc, vous avez vu la séparation du corps passif, ce que ça peut faire. Les gens ont perdu le goût. Ils ne font plus l'amour, ils ne discutent plus. Mais ils peuvent vivre dans une même chambre. Ils vivent dans une même chambre, mais ils ont seulement perdu le goût. La femme n'attire plus l'homme, l'homme n'attire plus la femme. Ça peut être pour des raisons d'hygiène ou pour des raisons de perte de goût, tout simplement. Mais au moins, on a une sorte de séparation de corps. Et vous avez la séparation de corps moyenne maintenant. Il y a une séparation moyenne, pourquoi? Parce que là, au moins, on connaît qu'on n'a plus le goût, mais on ne fait rien pour changer. On ne fait rien pour le changer. On se dit, ok, c'est bien que chacun garde sa position. Que chacun garde sa position. De toute façon, tu ne m'intéresses pas, je ne t'intéresse pas. Généralement, c'est lorsque la suspicion entre dans un mariage. Lorsque l'homme doute sur la femme et que la femme doute sur l'homme. Très souvent, c'est lorsque les femmes travaillent et que les hommes ne travaillent pas. Si une femme travaille et que l'homme ne travaille pas, l'homme peut imaginer des choses, des scénarios dans la tête et dire que ta femme trompe. Ou même lorsque la femme ne travaille pas et que l'homme travaille, la femme peut penser que l'homme trompe. Et quand on a déjà ces idées-là, on n'a pas eu le temps de parler parce qu'on a préféré mettre les choses en quarantaine, on ne s'entend plus, les problèmes continuent. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la séparation maintenant du couple, je l'ai dit actif. Il y a le radical et puis il y a aussi l'actif et le radical. Regardez mes frères et sœurs, vous avez une femme à la maison, mais vous avez décidé suite à des insultes ou suite à des discussions, pas des discussions, des disputes, vous ne vous êtes vraiment pas entendu et vous avez décidé d'arrêter de faire l'amour. Et finalement, la femme a décidé même de quitter la chambre. Parce que c'est encore tolérant. Quand vous restez dans la chambre, vous dites non, les enfants ne doivent pas savoir qu'on n'est plus ensemble comme ça. On va rester pour les enfants. Mais bon, on reste dans la chambre. Il y a des femmes qui disent non, pas du tout. Je ne dormirai pas avec toi. L'homme reste à l'extérieur, la femme est dans la chambre. Quand l'homme entre dans la chambre, la femme est à l'extérieur. Et c'est compliqué. Et là, c'est un mariage qui est mort. Vous avez vu? Mais ils sont mariés pour autant. Ils sont toujours mariés. Ils n'ont pas la lettre de divorce. Ils continuent à être mariés. Mais pourquoi ils ne s'entendent plus? Parce qu'ils ont décidé
eux-mêmes de ne plus avoir cela. Donc, des divorcés qui sont dans le mariage. Mais regardez, mesdames et messieurs, la solution est juste là. C'est possible de sauver un mariage comme ça. Mais posez-vous d'abord des questions. Comment vous avez commencé votre vie conjugale? Parce que tout part au début. Comment avez-vous commencé votre vie de mariage? Est-ce que vous l'avez bien commencé? Est-ce que c'était le choix qu'il fallait? Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé au début? Est-ce que ce n'était pas la bonne? Est-ce que ce n'était pas la mauvaise personne? Quelles sont les motivations qui t'ont poussé à l'aimer et à le prendre en mariage? Qui tu avais consulté avant ces choses-là? Voilà qu'aujourd'hui tu trimes, voilà qu'aujourd'hui tu pleures, voilà qu'aujourd'hui tu souffres. Peut-être que ce n'était jamais la femme de ta vie. Parce que moi, je l'ai dit l'autre fois dans une émission ici, j'ai dit il y a des hommes qui ont épousé les femmes des autres personnes. Il y a des hommes qui ont épousé les femmes des autres personnes. Il y a des femmes qui ont épousé les hommes des autres personnes. Et aujourd'hui, vous êtes avec les hommes qui ne sont pas les vôtres et les femmes qui ne sont pas les vôtres. Et du coup, votre vie commence à s'embrouiller. Vous commencez à battre de l'aile. Vous avez mis toute votre intelligence. Mais ça n'a pas marché. Parce que ce qui n'est pas fait pour être ensemble ne sera jamais ensemble. Mais attention, attention, ce message peut être mal compris et détruire autant de couples. Ici, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a que Dieu, même pas moi, qui peut vous dire votre femme, c'est celle-là. Non, si je vous dis ça, je vous mentirai. Même si vous m'appelez après l'émission, vous voulez me poser des questions, c'est la seule question que je ne saurais pas vous répondre. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit, qui n'est pas là pour la confusion, le Saint-Esprit qui n'amène pas dans la confusion, Dieu qui n'amène pas dans la confusion, Allah qui n'amène pas dans la confusion, posez-lui la question, il vous répondra. C'est lui le seul à faire le bon check-up. C'est lui qui vous fait un bon check-up, qui fait un bon check-up de votre mariage et vous arrivez à dire ouf, on était passé à côté de la plaque. Et c'est lui-même qui vous donnera des directives. Parce que les faux mariages, il faut carrément les briser. Le faux mariage, il faut carrément les reprendre. C'est toujours important. Mais il y a aussi l'irresponsabilité de l'homme. Oui, il y a aussi l'irresponsabilité de l'homme. Ici, ça veut dire les hommes et les femmes qui refusent de prendre des vraies décisions, de prendre des bonnes responsabilités, de se retrouver et de se dire « Oui, on a été en tort, nous avons commis beaucoup de bêtises, il est temps de se reprendre. » Ils ne sont pas humbles. Parce que pour revenir, il faut être humble. Pour se remettre en question, vous devez être humble, vous devez être patient, vous devez être conciliant. Il faudrait suivre le schéma. Le schéma, ça veut dire la voie de la réconciliation. Et la réconciliation a deux piliers. Le premier pilier, c'est le pardon. Le deuxième pilier, c'est le dialogue. Le premier pilier, le pardon. Le pardon lui-même repose sur deux grands piliers. Le premier pilier du pardon qui est lui-même le pilier de la réconciliation. Le pilier du pardon, le premier pilier, c'est d'abord un pardon profond. Le pardon est profond quand il est basé sur la vérité, sur la franchise et sur le regret. Il faut que quelqu'un regrette le tort qu'il a commis, le tort qu'il a commis à l'autre. Quand vous vivez avec quelqu'un qui ne sait pas s'excuser, qui ne sait pas demander pardon, qui ne sait pas s'humilier, je vous dis c'est pénible. C'est pénible. Vous n'aurez que blessure toute votre vie. Parce que des gens comme ça ne demandent pas pardon. Quand bien même que leur comportement est explicable, nous pouvons expliquer ce comportement. Les gens qui demandent difficilement pardon ont souvent été des enfants, entre guillemets, gâtés ou des enfants brisés. Quand on a été trop gâté et que tout ce qu'on faisait comme caprice ont été à un moment donné récompensé de façon légère, on développe une mentalité de tout gagner. Et du coup, vous avez un gros bébé à la maison. Quand vous vous fâchez ou vous avez un petit problème, il ne mange pas. Quand vous mettez de l'eau pour se laver, il les jette. Quand vous mettez à manger, il ne mange pas. Quand vous lui montrez les habits à porter, il les abîme, il ne les prépare pas. Il ne les porte pas. C'est comme un gros bébé, n'est-ce pas? Observez les bébés. Quand ils sont fâchés, ils jettent tout, même leur bol de nourriture. Ils jettent tout. Quand ils ne veulent pas manger, ils font les fiers. C'est exactement les gros bébés comment ils font. Donc, vous pouvez développer cela pour comprendre ce comportement-là. Ce sont des études à faire pour voir qu'est-ce qui pousse votre mari, qu'est-ce qui pousse votre femme à se comporter de cette façon-là. Mais le pardon doit être profond. C'est-à-dire, vous regrettez.
Le pardon doit être sincère. C'est le deuxième pilier. La sincérité du pardon. La sincérité du pardon, ici, c'est dans la promesse de ne plus jamais le refaire. Il ne faut pas être des éternels demandeurs de pardon. Vous demandez toujours pardon pour les mêmes choses, on vous pardonne, vous revenez sur les mêmes choses. Non. Quand on a demandé un pardon, le pardon est sincère. C'est-à-dire, vous dites à l'autre que je ne ferai plus cette bêtise. J'ai vu le mal que je t'ai causé, je ne le referai plus. Vous montrez à l'autre que vous êtes vraiment mal. Et ça plaît à l'autre. Ça soulage. Quelqu'un dit, ok, bon, il s'est quand même amendé, je comprends. Donc, vous voyez, le premier pilier, c'est d'abord le pardon. Le deuxième pilier, au-delà de tout ce que l'on peut dire, le pardon, c'est aussi, je veux dire, un peu la patience. Oui, la patience. Dans la patience, vous trouvez la tolérance. Dans la tolérance, vous trouvez l'amour. Vous trouvez la compréhension. Vous trouvez la maîtrise de soi. Parce que tu ne peux pas être patient si tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu ne peux pas être tolérant si tu n'as pas la maîtrise de soi. Vous avez toutes ces choses. Ça vous permet d'écouter l'autre. Ça vous permet de ne pas contredire l'autre, de le laisser parler et de lui accorder un bénéfice de doute. Quand quelqu'un a demandé pardon, par moment, il faut l'écouter et lui accorder une chance. Seulement quand ça devient de trop, là, c'est mal. Et puis quand vous demandez pardon, toujours dans la profondeur, je reviens un peu dans la profondeur, évitez de vous justifier. Ne dites pas à l'autre, voilà, je te demande pardon parce que moi, tu vois, tu m'avais fait du mal, voilà pourquoi j'ai fait ça. Toi, tu m'avais humilié, tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela. Non, tu n'as pas à dire à l'autre ce qu'il t'a fait. Tu as besoin de demander pardon et d'attendre de lui un pardon. Et ça suffit là, ça s'arrête là. Si tu demandes pardon et que l'autre ne veut pas te pardonner, vous devez comprendre une chose, le pardon est une puissance qui libère. On le dit souvent sans connaître la pertinence. Ça libère qui? Ça libère la personne qui demande pardon. Parce que si tu viens de demander pardon, c'est-à-dire tu viens t'humilier, tu reconnais tes fautes, c'est-à-dire tu remets à l'autre la charge que tu avais. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, sur ta tête, il y a le charbon de feu. Alors quand tu viens de demander pardon, c'est comme si tu venais déposer cette charge-là. C'est pourquoi on dit que ça te libère. En fait, ça te libère de l'oppression. Ça te libère d'une sorte de prison. Ça te libère de la colère de la loi. Quand tu dis, je te demande pardon, pardonne-moi. Si le pardon est sincère, le pardon est profond, alors là, rassure-toi, tout va déjà bien. Et vous pouvez repartir sur la bonne base. Et puis, un autre pilier de la réconciliation, c'est aussi le dialogue. Le dialogue a aussi deux piliers. La franchise du dialogue et la sincérité du dialogue. La franchise et la sincérité. Vous devez être sincère dans votre dialogue. Quand vous êtes sincère, ça veut dire que vous vous débarrassez de tout ce qui est fausseté. Tout ce qui est fausseté. Dites des choses comme vous l'entendez. Ne faites pas la langue du bois. Le dialogue, la réconciliation doit reposer sur un dialogue sincère. La réconciliation doit reposer sur un dialogue franc. Je ne dupe pas l'autre. Je ne roule pas l'autre. J'essaie d'être vrai. J'essaie d'être sérieux. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous le faites, votre mariage peut revenir sur la raison, peut revenir sur le bon chemin si vous étiez fait pour être ensemble. Mais si malgré la réconciliation, malgré le tout, ça ne marche toujours pas, alors là, vous devez tenter autre chose. Parce que regardez, les gens confondent une chose, mais j'aimerais bien le dire, tout passe aussi au niveau de la patience. Oui. Tout passe au niveau de la patience. Quand vous avez eu un problème avec quelqu'un et que vous lui avez demandé pardon, il dit oui, il vous pardonne. Mais n'attendez pas qu'il commence à se comporter bien le jour qui suit. Non. Laissez-lui le temps. On appelle ça le temps de la purification. Laissez-lui le temps de comprendre, de digérer l'affaire, de digérer les pardons et de digérer la décision qu'il a prise de te pardonner. Parce que tu ne sais pas ce qu'il s'est dit avant. Peut-être qu'il avait juré de ne plus jamais te pardonner. Mais maintenant qu'il a accepté de te pardonner, donc prends le temps, accepte, attends-le et vous allez voir que les choses vont très bien se passer. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un peu ce dont je voulais qu'on discute aujourd'hui.
On a beaucoup de sujets, mais tout dépend maintenant de vous. Mon numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Appelez-moi à tout moment, discutons, proposez des sujets, posez vos problèmes, on va discuter. Le plus important, c'est de construire une chaîne de gens qui ont changé de mentalité parce que j'estime que ce que je fais touche des milliers de personnes à travers le monde. Vous pouvez ne pas être congolais, parce que moi je le suis. Vous pouvez ne pas être congolais de Kinshasa, ou vous pouvez ne pas être congolais de Brazzaville. Vous pouvez être malien, vous pouvez être ivoirien, camerounais, vous pouvez être maghrébien, vous pouvez être ouest africain, sud africain, nord africain, est africain. Vous pouvez être bref africain, ou même de la diaspora, pourquoi pas. Français aussi, allemand, bref. Vous avez la langue française, vous connaissez la langue française, ça peut vous intéresser ce débat. Je vous dis toujours que je suis dispo. Si vous avez des conférences à l'étranger, vous avez des conférences là où vous êtes, vous m'appelez et je viendrai. J'ai toujours dit, nous sommes prêts pour vulgariser notre message. Eh bien, le même message que je réitère toujours, pour vos dons, vos soutiens, le numéro est là. 081 37, donc vous allez mettre, je crois, ils mettent comment au mot, ils mettent l'initial. Je crois que c'est même affiché, donc on n'a même pas besoin de le citer. C'est affiché là. Écrivez-nous à tout moment, mais le plus important, le plus grand don que vous nous ferez, c'est celui de partager la vidéo. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Ma Mission TV, le miroir du monde.